salle du conseil d'administration de Paname en 1963. Un modèle de Concorde brillant sur la table, promettant des traversées de l'Atlantique à 2 fois la vitesse du son et un luxe ultime. Mais, moins d'une décennie plus tard, pourquoi aucune compagnie aérienne américaine ne le voulait-elle vraiment? Voici l'histoire de pourquoi l'Amérique a dit non au voyage supersonique et ce qu'elle a été forcée d'adopter à la place. Revenons en 1962. La Grande-Bretagne et la France ont fait une annonce audacieuse, Concorde, un jet supersonique élégant à aile delta qui pouvait voler à 2170 km à l'heure. La campagne marketing était implacable. Des films brillants montraient des passagers sirotant du champagne en traversant l'Atlantique en moitié moins de temps. Concorde ne vendait pas un avion, il vendait le futur. Les fabricants ont poussé ce rêve jusqu'au bout. Des maquettes détaillées sont apparues aux couleurs des géants américains, le globe bleu iconique de Paname, l'argent poli d'American avec des rayures rouges, blanches et bleues. Ce n'étaient pas des croquis fantaisistes, c'étaient des outils de vente, destinés à susciter l'enthousiasme et l'intérêt des compagnies aériennes. À la moitié des années 60, presque toutes les grandes compagnies américaines avaient réservé des Concorde. Même des transporteurs plus petits, comme Braniff International, voulaient participer. Mais voici le premier rebondissement, il ne s'agissait pas de commandes fermes. C'était des options sans engagement, un moyen de garder une place dans la file sans risquer d'argent. Et ça pose une grosse question, pourquoi les compagnies aériennes passent-elles des options plutôt que des commandes fermes ? Pourquoi les compagnies aériennes américaines ont-elles d'abord embarqué sur le train Concorde? La réponse tient en 3 mots, positionnement stratégique concurrentiel. Dans les années 1960, l'aviation commerciale traversait son âge d'or. Les compagnies aériennes n'étaient pas juste des entreprises de transport, elles représentaient un symbole de fierté nationale. One Trip, le fondateur de Paname, disait souvent que sa compagnie devait être leader tant en luxe qu'en innovation. Le Concorde représentait donc le summum du symbole de statut. Imagine la pub, voler de New York à Paris en 3h30. Le potentiel marketing était énorme. Les compagnies voyaient le Concorde comme leur produit phare, un joyau qui élèverait leur marque au-dessus de la concurrence. Chaque grande compagnie voulait y être. Mais dès le départ, les dirigeants ont eu des doutes. Ils se demandaient si les coûts élevés du Concorde pourraient vraiment générer des profits dans un secteur aux marges extrêmement fines. Qu'il soit magnifique ou pas, un avion qui ne s'autofinance pas, c'est un pari risqué. Et c'est là que notre histoire devient plus profonde. L'économie du Concorde était catastrophique. L'appareil consommait 6,7 gallons de carburant par heure en croisière supersonique pour 100 passagers. Ça fait 67 gallons par siège et par heure. Comparez cela au Boeing 747, entré en service en 1970. Il transportait entre 350 et 400 passagers avec une efficacité carburant de 20 à 25 gallons par siège et par heure sur les routes transatlantiques. L'efficacité du 747 n'était pas juste meilleure, elle était carrément d'un autre niveau. Mais l'économie de carburant n'était que le début. Le coût du Concorde a explosé, passant de moins de 20 millions de dollars par avion au milieu des années 60 à environ 60 millions à la livraison en 1976, soit le triple de l'estimation de base. Et ça s'aggrave encore. Le Concorde avait une capacité de fret si faible que 95% de l'espace disponible dans la soute à bagages, environ 2,5 tonnes au total, était occupé par les bagages des passagers. Les compagnies aériennes comptent beaucoup sur le fret pour leurs revenus, surtout sur les vols internationaux. Le 747-100 pouvait transporter plus de 150 tonnes de fret en plus des passagers. C'est drôle, le type de fret que le Concorde finissait par transporter, c'était des trucs comme des bijoux diplomatiques et des documents urgents. Pour atteindre l'équilibre, le Concorde nécessitait des tarifs ultra premium à chaque vol. Il visait un marché très étroit de voyageurs ultra riches. Le 747, lui, pouvait un peu plus compter sur le fret. Les dirigeants des compagnies américaines ont vite compris qu'ils ne regardaient pas un simple avion. C'était surtout un jouet très cher qui allait perdre de l'argent à chaque vol. Mais même si l'économie avait fonctionné, un problème plus gros se profilait, le bang sonique. Lorsque le Concorde a franchi le mur du son, il a créé une onde de choc avec une surtension de 2 livres par pied carré. Mais ça veut dire quoi ?
Eh bien, dans les années 1960, des vols d'essai ont eu lieu au-dessus du Royaume-Uni et les banques soniques ont provoqué des centaines de réclamations pour dommages, principalement des vitres cassées. Aux États-Unis, l'armée avait déjà subi les retombées négatives des banques soniques. Les vols supersoniques de l'Air Force au-dessus des zones peuplées ont généré des milliers de plaintes et de poursuites. Le public américain n'en voulait absolument pas. Les groupes environnementaux ont organisé d'énormes manifestations devant les sièges des compagnies aériennes. Les propriétaires ont déposé des recours collectifs. Les gouvernements locaux ont adopté des arrêtés qui interdisaient spécifiquement les survols supersoniques. En 1973, la FAA a officiellement interdit les vols civils supersoniques au-dessus des États-Unis. Le Concorde était donc limité aux vitesses supersoniques uniquement au-dessus des océans et des zones non peuplées. Maintenant, imaginez ça du point de vue d'une compagnie aérienne. Vous avez dépensé 60 millions de dollars pour un avion dont le principal argument de vente, la vitesse supersonique, ne peut être utilisé que sur l'eau. Et en plus, ces 60 millions valent plus de 330 millions aujourd'hui. Pour les liaisons domestiques américaines, qui représentaient le cœur de métier des compagnies américaines, le Concorde était jugé complètement inutile. L'avion se limitait à une poignée de routes internationales au-dessus de l'eau où il y avait assez de demandes premium. Pire encore, les restrictions sur le bruit ne concernaient pas seulement le vol supersonique. Les moteurs du Concorde étaient si bruyants lors du décollage et de l'atterrissage que de nombreux aéroports ont imposé des couvre-feux pour ces opérations. Un point crucial que beaucoup de gens oublient, à cause des réglementations, les vols réguliers du Concorde, je répète réguliers, étaient limités à seulement 2 aéroports américains approuvés, l'aéroport JFK de New York et Washington Dulles. C'est tout. 2 villes. Miami? Non. Boston? Non plus. C'était comme acheter une Ferrari qui ne pouvait rouler que sur 2 autoroutes spécifiques. Mais il faut creuser un peu plus loin et parler un instant de la fierté nationale américaine. Une autre raison majeure pour laquelle aucun transporteur américain n'a jamais adopté le Concorde, le projet Boeing de 1707. Dans les années 60, les États-Unis n'allaient pas laisser la Grande-Bretagne et la France dominer l'aviation supersonique. Le président Kennedy a lancé un programme pour développer un transport supersonique américain conçu pour éclipser complètement le Concorde. Le plan pour le Boeing 2707 était plus grand, plus rapide et bien sûr meilleur. 292 passagers, une vitesse de croisière de 1800 miles par heure. L'objectif était New York-Londres en environ 2h40 minutes. Le 2707 a suscité un intérêt impressionnant avec 122 options venant de dizaines de compagnies aériennes dans le monde, y compris Pan Am, Aer Lingus, Qantas. C'était bien plus que l'intérêt pour le Concorde. Par un coup de malchance pour Concorde, à l'époque, on attendait des compagnies américaines, parfois explicitement, parfois implicitement, qu'elles soutiennent la fabrication aéronautique nationale. Boeing était la fierté de l'aviation américaine. Le 2707 représentait des milliers d'emplois bien payés dans l'aérospatiale. Donc, acheter un concurrent franco-britannique n'était pas juste une décision commerciale. C'était vu par certains comme un manque de patriotisme. Ironiquement, le Boeing 2707 est devenu l'excuse pratique pour retarder les engagements autour du Concorde. Les compagnies pouvaient dire aux Européens « Nous sommes très intéressés, mais on doit d'abord voir ce que Boeing va livrer ». Cependant, le programme 2707 a rencontré des problèmes dès le départ. Le design à aile à géométrie variable s'est avéré être un cauchemar d'ingénierie. Les estimations de poids ne cessaient d'augmenter. Les coûts sont partis en flèche. Des groupes écologistes ont organisé des manifestations massives, arguant que des flottes d'avions supersoniques détruiraient la couche d'ozone. En 1970, le programme est en crise. Boeing avait dépensé les fonds du gouvernement mais n'avait pas construit un seul prototype volant. Puis survint la catastrophe. En mars 1971, le Sénat américain a refusé par seulement 5 voix le financement supplémentaire pour le projet Boeing 2707. Après avoir investi plus d'1 milliard en monnaie actuelle, le projet fut officiellement annulé. Boeing a licencié 60 000 employés. L'économie de Seattle est entrée en récession. Le célèbre panneau est apparu, la dernière personne quittant Seattle éteindra la lumière. Soudain, les compagnies américaines ont dû faire un choix, adopter le Concorde ou abandonner complètement l'aviation supersonique. La plupart ont choisi la seconde option, pour ce qui allait arriver. L'année 1973 a tout fait basculer.
Le 6 octobre 1973, la guerre du Yom Kippour a commencé. 2 semaines plus tard, l'OPEP a annoncé un embargo pétrolier contre les pays soutenant Israël. Du jour au lendemain, les prix du pétrole brut ont quadruplé, passant de 3 $ le baril à plus de 12 $. Pour les compagnies aériennes, ce fut catastrophique. Le Concorde n'était pas seulement peu attrayant dans un monde où les prix du pétrole grimpaient, il est devenu un suicide financier. Tu te souviens de ces chiffres de consommation de carburant? Plus de 6700 gallons par heure pour 100 passagers. Dans un contexte où le coût du carburant avait presque triplé du jour au lendemain, chaque gallon comptait. Pour te donner une idée, un vol typique du Concorde entre New York et Paris consommait environ 22 500 gallons de carburant. Avant l'embargo, ce carburant coûtait environ 4 500 $. Et après l'embargo, le même carburant coûtait près de 18 000 $ pour un seul vol. Les compagnies américaines perdaient déjà de l'argent à cause de l'augmentation folle des prix du carburant. Eastern Airlines a enregistré des pertes de 85 millions de dollars en 1974. Pan Am a perdu 145 millions. TWA était au bord de la faillite. La dernière chose dont elles avaient besoin, c'était un avion supersonique qui brûlait du carburant comme de l'eau. Ensuite, il faut regarder un point plus profond que la plupart des gens oublient. Le Concorde ne s'intégrait tout simplement pas dans les systèmes de hub and spoke que les compagnies américaines développaient rapidement. Ces compagnies construisaient leur réseau autour de hubs centraux, Atlanta, Chicago, Dallas, Denver. Ces hubs nécessitaient des avions capables de desservir efficacement des structures de routes diverses. Le Concorde, avec sa capacité limitée, ses options de route restreintes, était l'antithèse des opérations de hub and spoke. Puis, le 31 janvier 1973, l'inévitable arriva. Pan Am annonça qu'elle avait décidé d'annuler ses options. Le même jour, TWA fit de même. Les 2 compagnies aériennes américaines les plus prestigieuses avaient parlé. Elles se retiraient. C'est là que la différence entre options et commandes fermes a fait merveille. Cela a donné aux compagnies américaines une flexibilité stratégique pour s'adapter à des conditions de marché et opérationnelles imprévisibles, exactement comme ce qui s'est passé au début des années 70. Les dominos tombèrent rapidement. Un par un, chaque grand transporteur américain renonça à ses options Concorde. Sauf un, en quelque sorte. La seule compagnie américaine à avoir jamais exploité l'appareil fut Braniff International. En 1978, la compagnie signa un accord d'inter-échange avec Air France et British Airways pour exploiter le Concorde sur les vols entre Dallas-Fort Worth et Washington Dulles en correspondance avec Paris et Londres. La contrainte, les règles de la FAA interdisaient le vol supersonique au-dessus du territoire américain. Cela força le Concorde de Braniff à voler à vitesse subsonique sur le tronçon Dallas-Washington. Ils utilisaient le jet supersonique le plus rapide du monde à des vitesses subsoniques. Littéralement comme conduire une Formule 1 dans la circulation urbaine. Les moteurs du Concorde, conçus pour Mach 2, étaient très inefficaces à basse vitesse. Ils consommaient presque autant de carburant en rampant qu'en croisière supersonique. L'aventure Concorde de Braniff dura seulement 16 mois, de janvier 1979 à mai 1980, et la compagnie perdit probablement des millions. Ce fut la seule tentative de vol domestique avec le Concorde, prouvant que les jets supersoniques ne pouvaient pas concurrencer sur le marché américain. Alors, finalement, qu'ont fait les compagnies aériennes américaines plutôt que d'acheter le Concorde? Elles ont pris l'une des décisions les plus intelligentes de l'histoire de l'aviation. Elles ont adopté les avions à fuselage large et révolutionné les voyages aériens pour tout le monde. Le Boeing 747 est devenu la reine des airs. Et ce n'est pas un hasard. Mis en service en 1970, il transportait entre 350 et 400 passagers avec une efficacité remarquable. Il consommait moins de carburant par siège par heure sur les liaisons transatlantiques. Il pouvait aussi transporter des tonnes de fret dans des configurations passagers. Les compagnies pouvaient configurer les 747 avec plusieurs classes de service. Les passagers en première classe profitaient d'un luxe inédit avec des suites privées et aussi des salons à bord. La classe affaires offrait un confort qui surpassait la cabine exiguë du Concorde. Et la classe économique a rendu les voyages internationaux plus accessibles à des millions de personnes pour la première fois. Surtout, plutôt que de courir après le prestige technologique, les compagnies américaines se sont concentrées sur des solutions pratiques capables de générer des profits constants. Elles ont privilégié la fréquence plutôt que la vitesse, la capacité plutôt que le glamour.
l'efficacité plutôt que l'excitation. Les compagnies américaines ont justement compris que les passagers se souciaient plus d'un service abordable et fréquent que de gagner plusieurs heures sur leur vol. Puis, lorsqu'ils sont entrés en service, des avions comme le McDonnell Douglas DC-10 et le Lockheed L-1011 TriStar ont offert des solutions parfaites pour les routes transcontinentales aux États-Unis et les trajets internationaux moyen courrier. American Airlines fut l'une des pionnières dans l'utilisation des DC-10 sur les routes transcontinentales, proposant plusieurs vols quotidiens entre New York et Los Angeles avec des tarifs très compétitifs. Au final, la raison pour laquelle aucune compagnie aérienne américaine n'a commandé le Concorde reflète un changement stratégique fondamental dans l'industrie aérienne aux États-Unis. Les années 1970 ont marqué la fin de l'ère romantique de l'aviation et le début de son ère commerciale. Les compagnies aériennes ont cessé d'essayer d'être des symboles de prestige national pour se concentrer sur le fait d'être des entreprises de transport rentables. Les compagnies américaines ont aussi compris que l'avenir de l'aviation, c'était la démocratisation, non pas l'élitisme. La loi de dérégulation aérienne de 1978 a ouvert la voie pour les compagnies à bas coût comme Southwest Airlines. La décision de rejeter le Concorde n'était pas un manque de vision, c'était avoir la bonne vision. Les compagnies aériennes américaines ont correctement prédit que l'avenir de l'aviation résidait dans des avions plus efficaces, à grande capacité, capables de desservir les marchés de masse de façon rentable. British Airways et Air France ont maintenu le Concorde en vie grâce aux subventions gouvernementales et à la fierté nationale. Mais elles n'en ont jamais tiré de profit. Les compagnies américaines ont entièrement évité ce piège. Au final, seulement 20 Concorde ont été construits et exploités uniquement par Air France et British Airways. Tandis que British Airways atteignait une rentabilité marginale sur certaines routes dans les années 1980-1990 grâce à des prix premium, les deux compagnies ont dépendu des subventions gouvernementales durant la majeure partie de la vie du Concorde. L'appareil qui était censé révolutionner l'aviation a fini par servir un marché de niche minuscule durant 27 ans avant de prendre sa retraite en 2003. Les compagnies américaines n'ont pas manqué l'avenir de l'aviation lorsqu'elles ont rejeté le Concorde. Elles ont évité l'une de ses plus grandes impasses. La leçon d'aujourd'hui, alors que nous voyons un regain d'intérêt pour l'aviation supersonique avec des entreprises comme Boom Aerospace, les leçons de l'échec du Concorde sont plus pertinentes que jamais. Maintenant, avant de partir, l'algorithme YouTube pense que vous allez aimer cette vidéo ensuite. Alors pourquoi ne pas aller la voir ?